Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan, s'élevait, sous le règne de Louis XIII, une de ces gentilhommières si communes en Gascogne et que les villageois décorent du nom de château. 2 tours rondes, coiffées de toits en éteignoir, flanquaient les angles d'un bâtiment, sur la façade duquel 2 rainures profondément entaillées trahissaient l'existence primitive d'un pont-levis, réduite à l'état de sinécure par le nivelage du fossé, et donnaient au manoir un aspect assez féodal, avec leurs échauguettes en poivrière et leurs girouettes à queue d'aronde. Une nappe de lierre enveloppant à demi l'une des tours tranchait heureusement par son vert sombre sur le ton gris de la pierre déjà vieille à cette époque. Vous venez d'écouter les premières lignes du Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. Au programme aujourd'hui, les lectures du jeune Proust. Bienvenue dans La Voie des Lettres, épisode 46. Voici le 4e épisode qui tourne autour de Proust, et s'il n'est pas indispensable d'avoir écouté les précédents, cela peut tout de même aider à ne pas perdre le fil rouge. Rouge comme la couverture de la 13e édition du Capitaine Fracasse, édition de 1878 et peut-être celle que le jeune Marcel Proust a lue. Les noms de Gautier et du Capitaine Fracasse apparaissent une seule fois chacun, en coup de vent, dans La Recherche du temps perdu. Pour trouver une empreinte plus profonde, il faut remonter la piste quelques années en arrière. 18 ans avant la publication de La Recherche, Proust commence l'écriture d'un roman qu'il n'achèvera jamais, Jean Santeuil. Bien que jamais terminé, les feuillets et brouillons de Proust sont rassemblés et publiés dans un pavé de 1000 pages, 30 ans après sa mort. Jean Santeuil est une esquisse, un premier jet de La Recherche, qui en contient tous les ingrédients sans la pincée de sel finale. Et dans Jean Santeuil, ce n'est pas François le Champy de George Sand que lit le jeune héros, mais les aventures du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Madame Santeuil, ayant permis à Jean de ne pas sortir ce matin-là, quoiqu'elle lui eût recommandé de ne pas trop lire, se voyant tout seul, il fut transporté à la pensée qu'il pourrait lire au moins 100 pages du livre qu'il adorait, le Capitaine Fracasse. Nous nous imaginons souvent que nous aurions grand plaisir à causer littérature avec un très jeune homme, très intelligent, et de toutes choses. En réalité, ce que nous lui lirions et ce que nous lui dirions lui paraîtrait très médiocre, et en revanche, ses goûts ne nous intéresseraient pas. Nous nous imaginons toujours que les choses que nous aimons portent à la surface cette beauté qui nous ravit. En réalité, c'est au sein de notre intelligence que se manifeste cette beauté. Et si sa perception finit par devenir pour nous un penchant que nous souffrons de ne pouvoir plus souvent satisfaire, elle est souvent d'abord un joug très dur à porter. Peut-être Jean avait-il eu pendant les premières pages du Capitaine Fracasse quelque peine à s'habituer à des descriptions qui n'étaient liées à rien de ce qu'il trouvait beau. Le clair de lune, le chant des oiseaux, les dieux grecs, où les tables avaient de la poussière, où les murs étaient sales, et à une sorte d'ironie de conversation avec le lecteur qui lui déplaisait beaucoup. Et il semble, en effet, qu'au bout de quelques pages, il eut laissé le livre et l'eut remis dans sa bibliothèque, où il dut dormir assez longtemps, comme cette personne avec qui notre première rencontre a été peu agréable et ne nous laisse aucun souvenir, jusqu'à ce que nous la retrouvions. Devenue bientôt pour nous comme une autre personne, de sorte que celle que nous avions connue d'abord si prétentieuse et si sèche, nous semble comme un être différent que nous avons peine à identifier avec notre ami. Quelles circonstances fortuites le remirent en présence du Capitaine Fracasse, on ne sait. Mais maintenant, c'était l'ami à qui on pense sans cesse, dont la société rend délicieuses les heures où on en jouit, que ce soit des heures de pluie, ou de neige, ou de soleil. Avant d'abandonner Proust, rappelez-vous qu'on trouve dans La Recherche de nombreuses références à Baudelaire. Et si Proust aime Baudelaire, écoutez plutôt la dédicace de son recueil le plus connu, Les Fleurs du Mal.
Au poète impeccable, le parfait magicien est lettre française, à mon très cher et très vénéré maître et ami, Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. Un mec qui a des lettres de recommandation de Proust et de Baudelaire, je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie de lire ce qu'il griffonne. Le capitaine Fracasse s'ouvre sur la description extrêmement détaillée d'un château en ruine. Par extrêmement détaillé, je veux dire que 3/4 d'heure après avoir ouvert le bouquin, on n'a encore rencontré personne. On commence à se demander si ça va durer 500 pages ou si c'est une expérience sociologique pour évaluer notre résistance à l'endormissement, quand tout à coup, un bruit de pas se fait entendre dans l'escalier. J'en conviens, c'est pas l'événement du siècle, mais je vous assure qu'à ce stade, c'est aussi jouissif que la suppression de l'ISF pour un actionnaire du CAC 40. Pas de chance, ce n'est pas le héros principal qui, pour sa part, se fait encore désirer pendant une dizaine de pages. Ce maigre régal terminé, le baron parut tomber dans des réflexions douloureuses, ou tout au moins dans une distraction dont le sujet n'avait rien d'agréable. Miro avait posé sa tête sur le genou de son maître et fixait sur lui des yeux voilés par l'âge d'une fleur bleuâtre, mais que semblait vouloir percer une étincelle d'intelligence presque humaine. On eût dit qu'il comprenait les pensées du baron et cherchait à lui témoigner sa sympathie. Belzébuth faisait ronfler son rouet aussi bruyamment que Berthe la filandière et poussait de petits cris plaintifs pour attirer vers lui l'attention envolée du baron. Pierre se tenait debout à quelque distance, immobile comme ces longues et roides statues de granit qu'on voit aux porches des cathédrales, respectant la rêverie de son maître et attendant qu'il lui donnât quelque ordre. Pendant ce temps, la nuit s'était faite, et de grandes ombres s'entassaient dans les recoins de la cuisine, comme des chauves-souris qui s'accrochent aux angles des murailles par les doigts de leurs ailes membraneuses. Un reste de feu, qu'avivait la rafale engouffrée dans la cheminée, colorait de reflets bizarres le groupe réuni autour de la table, avec une sorte d'intimité triste qui faisait ressortir encore la mélancolique solitude du château. D'une famille jadis puissante et riche, il ne restait qu'un rejeton isolé, errant comme une ombre dans ce manoir peuplé par ses aïeux. D'une livrée nombreuse, il n'existait plus qu'un seul domestique, serviteur par dévouement, qui ne pouvait être remplacé. D'une meute de 30 chiens courants, il ne survivait qu'un chien unique, presque aveugle et tout gris de vieillesse, et un chat noir servait d'âme au logis désert. Voilà le décor. Un château délabré, habité par le baron de Sigognac, ruiné. Une nuit d'orage, le baron entend frapper et découvre, derrière les lourdes portes en bois, un saltimbanque qui demande assistance. Le chariot où il voyage avec sa troupe s'est embourbé, et la prochaine bourgade est encore à quelques lieues d'ici. Le baron les sort de ce mauvais pas et leur offre l'hospitalité, enfin plutôt un abri pour dormir, car son cellier est complètement vide. Heureusement, la troupe a parmi ses provisions un jambon de Bayonne, un pâté de venaison, quelques longes de veau et moult bouteilles. Ils passent la soirée à pratiquer un sport qui a traversé les époques, le biathlon, pliage de coude et rinçage de gosier, et la nuit avançant, Sigognac offre sa chambre aux comédiennes, tandis que les hommes passent la nuit sur leurs chaises à ronfler en chœur. Le lendemain matin, Sigognac envoie son fidèle valet quérir quelques douzaines d'œufs et un morceau de lard pour faire déjeuner la compagnie. Voyant l'état de dénuement du baron, la troupe le pousse à monter à Paris et à demander à Louis XIII une charge quelconque en reconnaissance des services que ses ancêtres ont rendus à la cour. Trop orgueilleux pour demander l'aumône et trop pauvre pour se présenter à Paris autrement qu'en loques, il botte en touche, ce qui peut sembler naturel pour un gaillard du Sud-Ouest, mais qui est surtout anachronique, le règne de Louis XIII précédant de 2 siècles l'invention du rugby. Les comédiens lui proposent une place dans leur chariot, et la belle Isabelle, qui a les yeux bleus, vante ses qualités de poète
et aimerait beaucoup qu'il la fasse profiter de sa belle plume. Il décline par modestie, et pendant que les hommes préparent la roulotte, il emmène les demoiselles faire un tour au jardin. « C'est ici que finissent mes domaines, » dit le baron, arrivé devant la niche de rocaille où moisissait Pomone. Jadis, aussi loin que la vue peut s'étendre du haut de ces tourelles lézardées, le mont et la plaine, le champ et la bruyère appartenaient à mes ancêtres. Mais il m'en reste juste assez pour attendre l'heure où le dernier des Sigognacs ira rejoindre ses aïeux dans le caveau de famille, désormais leur seule possession. « Savez-vous que vous êtes lugubre de bon matin ?» répondit Isabelle, touchée par cette réflexion qu'elle avait faite elle-même, et prenant un air enjoué pour dissiper le nuage de tristesse étendu sur le front de Sigognac. La fortune est femme, et quoi qu'on la dise aveugle, du haut de sa roue, elle distingue parfois dans la foule un cavalier de naissance et de mérite. Il ne s'agit que de se trouver sur son passage. Allons, décidez-vous, venez avec nous et peut-être dans quelques années, les tours de Sigognac, coiffées d'ardoises neuves, restaurées et blanchies, feront une aussi fière figure qu'elles en font une piteuse. Et puis, vraiment, cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hibou, ajouta-t-elle à mi-voix, assez bas pour que Séraphine ne pût l'entendre. La douce lueur qui brillait dans les yeux d'Isabelle triompha de la répugnance du baron. L'attrait d'une aventure galante déguisait à ses propres yeux ce que ce voyage fait de la sorte pouvait avoir d'humiliant. Ce n'était pas déroger que de suivre une comédienne par amour et de s'atteler comme soupirant au chariot comique. Les plus fins cavaliers ne s'en fussent pas fait scrupule. Le dieu porte-carquois oblige volontiers les dieux et les héros à 1000 actions et déguisements bizarres. Jupiter prit la forme d'un taureau pour séduire Europe, Hercule fila sa quenouille au pied d'Omphale, Aristote le prud'homme marchait à 4 pattes, portant sur son dos sa maîtresse qui voulait aller à Philosophe, plaisant genre d'équitation, toute chose contraire à la dignité divine et humaine. Seulement Sigognac était-il amoureux d'Isabelle ? Il ne cherchait pas à approfondir la chose, mais il sentit qu'il éprouverait désormais une horrible tristesse à rester dans ce château, vivifié un moment par la présence d'un être jeune et gracieux. Sigognac ne résiste pas plus longtemps et embarque avec ses nouveaux amis pour de grandes aventures, ce qui, à défaut d'être très original, promet d'être plus captivant que 10 pages à décrire les sinusoïdes lancinantes du lierre vert pâle accroché aux lézardes constellant l'antique pierre grise. Et j'exagère à peine. Les bagages sont vite faits, la troupe sonne la charge et s'en va, de Gascogne jusqu'à Paris, s'arrêtant de-ci, de là, pour jouer une pièce dans le château d'un marquis ou au fond de la grange d'un village. Et il n'y a pas que Sigognac qui soit gascon. Il y a aussi Théophile Gautier, né à Tarbes en 1811. Lecteur précoce et assidu, il rencontre au collège un certain Gérard Labrunie, qui deviendra quelques années plus tard Gérard de Nerval. En matière d'art, le jeune Théophile s'intéresse surtout à la peinture, qu'il pratique lui-même. Mais son destin est scellé lorsqu'il rencontre, en juin 1829, Victor Hugo. Vêtu d'un gilet rouge, il participe à la célèbre bataille d'Hernani et prend parti avec ses amis pour le romantisme contre les classiques, ouvrez les guillemets, toutes ces larves du passé et de la routine, tous ces ennemis de l'art, de l'idéal, de la liberté et de la poésie, qui cherchent de leurs débiles mains tremblotantes à tenir fermée la porte de l'avenir. Comme quoi, Caris et Bouba n'ont rien inventé. Il écrit de la poésie, c'est Théophile que je veux dire, et non Bouba. On pourrait aisément s'y tromper. Il écrit de la poésie et fait éditer un recueil qui passe inaperçu. En 1835, il publie un roman épistolaire, Mademoiselle de Maupin, qui fait scandale et assure sa notoriété. C'est à cette même époque qu'il commence à écrire Le Capitaine Fracasse, qui ne sera publié que 30 ans plus tard, en 1863. En matière de littérature, Théophile Gautier est aussi connu pour ses contes fantastiques,
par exemple Spirit ou La Cafetière. Il écrira aussi de nombreuses critiques d'art, des livrets de ballets et des récits de voyage, notamment sur ses longues excursions espagnoles. En 1844, il crée le club des Hachichins, dédié à l'étude du cannabis et dont feront partie Eugène Delacroix, Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval et Victor Hugo. Il y a du beau monde sur la corde à linge. Sa gloire grandit avec son âge et le jeune révolté se rapproche des cercles du pouvoir sous le Second Empire. Il devient président de la Société nationale des beaux-arts, puis en 1868, bibliothécaire de la princesse Mathilde, nièce de Napoléon Bonaparte et cousine de Napoléon III, alors empereur des Français. Ses avis font la pluie et le beau temps dans les milieux artistiques, jusqu'à sa mort en 1872. Voilà pour Théophile, sa vie, son œuvre, avec Jean de La Fontaine et NTM en featuring, le tout en moins de 2 minutes. Mais il reste une question qui n'a pas encore été répondue. Pourquoi ce titre, Le Capitaine Fracasse ? En grand maître du suspense, Gautier nous fait attendre 150 pages jusqu'au chapitre 7, subtilement intitulé « Où le roman justifie son titre ». Mais quelle pièce jouerons-nous, dit Scapin, au cas où le village se rencontrerait à propos ? Notre répertoire est fort détraqué. Les tragédies et tragicomédies seraient du pur hébreu pour ces rustiques ignorants de l'histoire et de la fable, et n'entendant pas même le beau langage français. Il faudrait quelques bonnes farces réjouissantes, saupoudrées non de sel attique, mais de sel gris, avec force bastonnade, coups de pied au cul, chute ridicule et scurrilité bouffonne à l'italienne. Les rodomontades du capitaine Matamor eussent merveilleusement convenu. Par malheur, Matamor a vécu, et ce n'est plus qu'au vers qu'il débitera ses tirades. Lorsque Scapin eut dit, Sigognac fit signe de la main qu'il voulait parler. Une légère rougeur, dernière bouffée envoyée du cœur aux joues par l'orgueil nobiliaire, colorait son visage, pâle ordinairement, même sous l'âpre morsure de la bise. Les comédiens restèrent silencieux et dans l'attente. Si je n'ai pas le talent de ce pauvre Matamor, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade, et veux l'être tout à fait. Aussi bien j'ai honte d'avoir profité de votre bonne fortune et de vous être inutile en l'adversité. D'ailleurs, qui se soucie des Sigognacs au monde ? Mon manoir croule en ruine sur la tombe de mes aïeux. L'oubli recouvre mon nom jadis glorieux, et le lierre efface mon blason sur mon porche désert. Peut-être un jour, les 3 cigognes secourront-elles joyeusement leurs ailes argentées, et la vie reviendra-t-elle avec le bonheur à cette triste masure où se consumait ma jeunesse sans espoir. En attendant, vous qui m'avez tendu la main pour sortir de ce caveau, acceptez-moi franchement pour l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Sigognac. Isabelle posa sa main sur le bras du baron, comme pour l'interrompre. Mais Sigognac ne prit pas garde à l'air suppliant de la jeune fille, et il continua. « Je plie mon titre de baron et le mets au fond de mon porte-manteau, comme un vêtement qui n'est plus de mise. Ne me le donnez plus. Nous verrons si, déguisé de la sorte, je serai reconnu par le malheur. Donc je succède à Matamor et prends pour nom de guerre le capitaine Fracasse. » « Vive le capitaine Fracasse !» s'écria toute la troupe en signe d'acceptation, que les applaudissements le suivent partout. Le capitaine Fracasse triomphera-t-il des nombreuses embûches qui se dressent sur son chemin ? Je peux vous dire que Gautier a écrit une fin dans laquelle Sigognac rentre tout seul dans son manoir de misère, voit disparaître son chat, son chien, son cheval et son serviteur, puis se laisse mourir lentement de famine. Quant à savoir si c'est cette fin que son éditeur a bien voulu publier, je vous laisse le soin de le découvrir.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.